Bien, bonsoir. Bienvenue à ce qui doit être la 10e séance de ce cours. Et merci pour votre assiduité. Je voudrais dire que je suis assez en retard sur le plan du cours. Si vous regardez un peu les titres, je devrais être déjà dans la macroéconomie et je suis toujours dans la finance et je ne vais pas réussir à terminer aujourd'hui. Malgré tout, le plan des séminaires était ce qu'il était. Donc aujourd'hui, nous allons entendre parler de la dette par Patrick Bolton, qui est ici. Donc je pourrais me reposer un peu sur ce qu'il nous dira pour progresser dans les 3 dernières séances. Alors, où en est-on? Eh bien, comme vous l'avez vu, on a d'abord parlé de la crise, on a parlé des problèmes posés à la théorie économique par la crise. Et ensuite, on a fait un détour sur un détour de réflexion assez long sur les bulles, en se demandant si nos modèles standards permettaient d'expliquer ces phénomènes récurrents et importants historiquement qu'on appelle les bulles. Donc on avait fait une promenade, je dirais comme d'habitude, c'est un peu une promenade aléatoire dans les théories des bulles. Et ensuite, on était revenu un petit peu en arrière pour réfléchir sur l'état de la théorie pure, je dirais, et revenir sur des questions de la vision du monde des économistes en partant du monde extraordinairement idéalisé d'Arnaud Debreu et en le rendant de plus en plus réaliste et en voyant quels étaient les points, les difficultés qu'on rencontrait. En passant, on s'est promené dans un certain nombre de villages. On a rencontré la règle de Taylor, par exemple, chose dont on parle souvent dans les journaux. Enfin, en tout cas, on parle en marge des journaux. Et je vous avais dit, bien qu'ayant fait ce détour en théorie pure, on allait essayer de confronter notre savoir à des marchés concrets. On va essayer de regarder des marchés. Et le marché qu'on avait pris est le marché boursier. Nous sommes toujours dans ce village aujourd'hui. Et on essaie de réfléchir à ce que l'on sait sur le marché boursier, à ce que jusqu'à quel point le savoir des économistes, le savoir économique éclaire le fonctionnement de ce marché, qui est un marché concret. Donc on quitte un petit peu l'altitude pour arriver dans la vallée, et dans une vallée où il y a des vrais villages. Alors la fois dernière, avant d'aborder le problème du marché boursier, j'avais passé quelque temps à discuter de l'entreprise. Le marché boursier, c'est un marché qui valorise d'une certaine manière l'entreprise. Et j'avais essayé de remettre l'histoire de l'entreprise, de donner une perspective historique sur l'entreprise, c'est-à-dire de montrer un petit peu la construction juridique, la logique de la construction juridique qui nous amène à l'entreprise moderne, une entreprise moderne dans laquelle il y a des actionnaires qui ont le droit de propriété, qui sont créanciers résiduels d'un côté, c'est-à-dire s'il y a des problèmes, ils n'ont que ce qui reste, mais qui en même temps ont une responsabilité limitée et qui en principe sont les gouvernants de l'entreprise. Donc j'étais revenu un petit peu sur l'histoire de l'entreprise. Et puis ensuite, j'avais repris ma casquette de théoricien. Je vous avais dit que l'entreprise, dans un monde de marché complet, celui du monde d'Arnaud Debreu, dans lequel on s'était promené assez longuement, c'était assez simple à comprendre. Et qu'il y avait un théorème, celui de Modigliani-Miller, qui nous disait que la structure de financement, tout ça n'avait pas d'importance. À partir de là, j'avais essayé de vous montrer que si on réfléchissait de façon un peu plus réaliste, on voyait s'intervenir. Un des problèmes que j'ai mentionnés, comme des problèmes qui sont à l'arrière-plan de la théorie économique moderne, c'est les problèmes de l'agence. Les contrats que l'on peut passer, les contrats qui sont effectivement réalisables, sont loin des contrats de Arnaud Debreu, contrats contingents, etc., dans lesquels il y a des prix, etc. Et donc, j'avais montré qu'en particulier, que j'étais revenu sur la logique de seconde baisse du contrat de dette, qui fait que le contrat de dette n'est pas le contrat de dette du modèle de Modigliani-Miller, mais c'est un contrat de dette évidemment beaucoup plus contraint. Et ça nous amène donc la théorie pure ne peut évidemment pas rester dans le monde de Modigliani-Miller.
La question qui est posée, évidemment, sur le marché boursier, ce qui s'échange, c'est des actions. Ces actions ont un prix, et ce qu'on essaie de comprendre, c'est l'évolution du prix de ces actions, étant donné que ces prix de ces actions, ce sont des droits de propriété sur l'entreprise, donc ils sont liés à ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, j'avais commencé à vous présenter, en fait, je vais vous présenter un petit peu ce qu'était le cœur de ce qu'on appelle la théorie de la valeur fondamentale. Et j'avais essayé de vous en expliquer la logique. Alors, je vais peut-être revenir assez brièvement là-dessus. Mais avant de revenir là-dessus, je vais rappeler un certain nombre de faits stylisés qu'on avait, sur lesquels on avait un petit peu réfléchi, que je vous avais présentés, qui sont à l'arrière-plan. Hein, puisque ce qu'on veut expliquer, on voudrait une théorie qui nous explique ces faits stylisés. Est-ce qu'on a une théorie qui nous explique ces faits stylisés? C'est douteux, mais au moins, il faut les garder à l'esprit. Premier fait stylisé, c'est ce qu'il y avait sur la partie de droite. Hein. C'était les rendements des actions. Alors, qu'est-ce que c'est que le rendement des actions? Pour des actions, pour l'indice du SP500, hein, du Standard & Poor's 500, alors c'est sur la période 1926-1995, on avait essayé de voir quels étaient les rendements d'une action. Alors, rendement à un mois, rendement au trimestre et rendement à un an. Et vous voyez que d'ailleurs, quand on fait l'histogramme des rendements tel qu'il était expliqué ici, je ne vais pas revenir dans le détail, hein, j'avais un peu commenté ça, hein, on voit des choses qui sont assez différentes. Hein, dans le premier cas, ça a l'air d'un peu normal. Ensuite, à un an, ça ne l'a plus du tout. Donc, on avait l'histogramme des rendements. Alors, c'est quoi le rendement d'une action? C'est d'une part ce que vous avez quand vous avez une action. Alors, ce que vous touchez, c'est le dividende. Et deuxièmement, l'action a un prix qui augmente. Donc, le rendement est lié à l'accroissement du prix de l'action plus le dividende que vous avez. Sur un an, en tout cas pour les données que j'avais ici, on avait vu que les rendements des actions sur la période considérée avaient une moyenne de 7,7%, avec un écart type de 19,3%, qu'il y avait une hausse pendant 47 ans. Il y a 47 ans de cette période dans laquelle il y avait une hausse et une perte au-delà de l'écart type sur 10 ans. Alors là, j'ai mis un graphique que je n'avais pas présenté la dernière fois, mais qui vous montre les rendements réels de cet indice sur une période différente, hein, sur une période beaucoup plus longue. Et donc vous voyez que ces rendements sont extraordinairement chahutés, ce qui se reflète d'ailleurs dans le diagramme à un an que j'avais fait ici. Et si j'ai mon... Voilà, qui se reflétait évidemment dans ce diagramme-là. Ils sont extrêmement chahutés, hein, ils vont parfois de 40% à moins 40% selon les périodes sur un an. Et il n'y a pas de régularité considérable, mais il y a la moyenne et la variance qui sont celles qui sont ici. Donc c'est le premier fait stylisé qu'il faut garder à l'esprit. Tout ça est très chahuté. Tout à l'heure, pour vous dire, je dis tout à l'heure, c'est malgré tout un des faits stylisés très grossier, hein, que j'avais mentionné la fois dernière, c'est que les prix des actions avaient tendance à croître sur le long terme à quelque chose entre 1 et 1,5%, et que la valeur des dividendes était entre 4 et 5%. C'est-à-dire le ratio prix sur dividende était de l'ordre de 20, hein, 22, quelque chose comme ça, sur la moyenne. Donc sur le rendement, quand vous avez 6%, vous avez un 5% qui vient de l'accroissement du prix des actions et vous avez 4-5% qui vient du dividende. Hein. Grosso modo, c'est un petit peu les faits stylisés tels que je les avais exposés et compris. Hein. Alors là, vous voyez bien que ceci reflète ce que je viens de dire. Hein. Ça, c'est l'accroissement du prix des actions sur très longue période. Et vous voyez que, si vous regardez que le prix des actions, par exemple, après 1905, il a fallu attendre 1900... disons après le pic de 1929, en valeur réelle, il a fallu attendre 1986 pour avoir un prix des actions aussi élevé que celui du pic de 1929. Alors, naturellement, ça monte, ça c'est l'accroissement des prix, hein, mais la rentabilité totale, elle est évidemment sur une pente beaucoup plus forte, mais naturellement, ce qu'il y a entre les deux, c'est le dividende par action. C'est les dividendes. Alors là, on le voit de façon plus nette, je ne vais pas recommander le second graphique. Hein. Vous avez un certain nombre de choses, comme le PIB cette fois, qui sur la période est aussi du PIB par tête qui croît à un taux qui est assez semblable au taux de croissance des prix des actions. Donc vous avez le prix réel des actions et puis vous avez ici à nouveau le graphique que j'ai mis tout à l'heure.
Autre fait stylisé que j'avais commenté, mais sur lequel il faut revenir, puisque c'est ça, au fond, qu'on veut expliquer. Hein. Ça qu'on aimerait expliquer, on va pas vraiment réussir. Hein. C'est que là, vous avez des comparaisons internationales sur la rentabilité réelle moyenne des actions sur la période 1900-2007 comparée à la rentabilité des obligations. Vous voyez Alors, ce n'est pas la même chose pays par pays. Hein. Par exemple, en France, la rentabilité moyenne des actions, le rendement moyen des actions, pardon, c'est 3,2%. Aux États-Unis, c'est 6% sur la période. J'avais dit 7,7 tout à l'heure, je dis 6%, ce n'est pas nécessairement la même période. Et deuxièmement, comme je vous l'avais fait remarquer, ce n'est pas la même chose si on fait la moyenne arithmétique ou la moyenne géométrique. Hein. Si vos actions montent de E plus A une année et de E moins A une autre année, la moyenne arithmétique, c'est E. La moyenne géométrique, c'est inférieur à E parce que racine carrée est une fonction concave. Et donc, on n'en trouve pas la même chose si on prend la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique. Et donc, par exemple, aux États-Unis, vous voyez bien la différence action-obligation. Pour les États-Unis, sur cette période, c'est de 6 et 2%. Ça fait 4% de primes de risque. Il y a d'autres chiffres sur des périodes un peu différentes, calculées de façon un peu différente, qui donnent des primes de... On appelle ça la prime de risque, c'est-à-dire c'est la différence entre un rendement d'une obligation. Alors, ce n'est pas réellement la prime de risque, parce que la prime de risque calculée à partir d'actifs sans risque. Hein. Les obligations ici ne sont pas des actifs sans risque. Mais vous avez une différence assez considérable. C'est un point, dans les faits stylisés qu'on aura expliqué, c'est un point assez considérable. Il y a une différence assez considérable entre le rendement des actions et le rendement des actifs sans risque. Voilà, donc ça, c'est ce qui est à l'arrière-plan. Alors, comment on va l'expliquer? On a dit, on va d'abord essayer de le faire de façon simple. On va prendre la théorie la plus simple possible. C'est que l'entreprise, simplement, c'est quelque chose qui génère des dividendes. Et donc, la valeur de l'entreprise ou la valeur d'une action qui va vous donner droit aux dividendes, c'est simplement la valeur actualisée des dividendes qu'elle va vous promettre. Et ça s'appelle le noyau de la théorie de la valeur fondamentale. Je vous avais expliqué comment on construisait la théorie de la valeur fondamentale, hein, comment on la construisait en faisant l'hypothèse de prévision parfaite par les agents ou en raisonnant de façon inductive vers l'avant ou vers l'arrière. Hein. Mais selon cette théorie, si je prends le résultat, le prix d'une action est simplement la valeur actualisée aujourd'hui de l'ensemble. Alors là, je mets de l'espérance de dividendes parce que je mets un risque. Hein, je suppose qu'on ne connaît pas les dividendes parfaitement. Donc je mets l'espérance des dividendes. Alors, donc je fais une hypothèse sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Et donc c'est simplement la valeur actualisée de l'espérance des dividendes. Mesuré avec le taux petit r, qui est le taux de placement standard d'un actif sans risque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ce prix? Simplement, ce que vous pourriez emprunter aujourd'hui au taux petit r, un P2T, ce que vous pourriez emprunter aujourd'hui au taux petit r, si, pour rembourser ceci, vous aviez l'ensemble des dividendes que vous allez recevoir dans le futur. Donc, ça. Alors, évidemment, dans cette théorie, telle que je l'ai présentée, elle repose malgré tout sur une hypothèse d'anticipation rationnelle. Hein, enfin, si on veut qu'elle soit acceptée par tout le monde, il faut évidemment qu'il y ait un peu d'anticipation rationnelle et de connaissance commune des choses. Alors, première chose que vous voyez, il y a évidemment une sensibilité de cette théorie au processus générateur de dividendes. Deuxièmement, au taux d'intérêt. Un taux d'intérêt sans risque. Hein. Si le taux d'intérêt baisse, bien évidemment, le prix de l'action va augmenter, parce que vous pourrez emprunter plus sur la base de cette valeur. Et l'hypothèse, évidemment, que j'ai faite ici, c'est soit une neutralité au risque, soit j'ai dit que si j'étais très savant, je pourrais prendre l'espérance corrigée du risque, hein, en prenant la probabilité risque neutre, et en rappelant à ceux qui étaient là à mon cours sur la finance il y a 3 ans, un certain nombre de formules que j'avais présentées à l'heure. Alors maintenant, je vais essayer d'illustrer cette théorie en montrant comment elle se complique selon que l'on modifie le processus de génération des dividendes. Et puis je verrai jusqu'où on peut aller pour se rapprocher au maximum des faits. Et montrer que malgré tout, on va avoir un gap qu'on va essayer d'expliquer. Et ce sera la deuxième partie de la séance. Alors ça, je répète simplement les choses. Hein. Ça, c'est toujours la théorie de la valeur fondamentale. Alors, je vais d'abord prendre le cas, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe, je vais faire des choses très simples. Hein. On va regarder simplement le cas où le dividende, donc le dividende versé par l'entreprise à chaque période, c'est des barres inférieures, plus
un bruit. Il y a plus une variable aléatoire de moyenne nulle, de variance finie, etc. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que le prix de l'action? Imaginez que vous avez une action, c'est quelque chose qui vous donne un dividende dont la moyenne est des barres, qui varie. Comme vous êtes intéressé qu'à l'espérance, vous oubliez sur les variations, bien entendu, c'est ce que Keynes appelait une perpétuité. C'est quelque chose qui vous donne... Une perpétuité, c'est quelque chose qui vous donne 1 jusqu'à la fin des temps. Combien ça vaut? Ça vaut 1 sur R. Quelque chose qui vous donne des barres jusqu'à la fin des temps, ça vaut des barres sur R, simplement. Donc le prix ou la valeur fondamentale sont constants. Dans ce monde-là, le prix, les dividendes... Vous voyez, alors il y a une première propriété qu'on voit dans ce monde, c'est que les dividendes varient plus que la valeur fondamentale. Les dividendes, ils varient d'une période à l'autre, mais la valeur fondamentale, qui est le prix dans mon modèle, elle reste constante. Deuxième chose, alors on va être un peu plus savant, on va appeler ça, on va voir des dividendes qui sont une martingale. Une martingale, ça veut dire que le dividende de la période T, c'est une variable aléatoire, mais à chaque moment, quand vous êtes à D de T, eh bien demain, vous aurez plus ou moins, mais l'espérance de ce que vous avez, c'est D de T. Par exemple, c'est ce qu'on appelle une marche aléatoire, une martingale, etc. Mais à ce moment-là, quand vous êtes à D de T, en fait, quelle est la moyenne espérée des dividendes à la période suivante? C'est D de T, c'est ce que j'ai mis ici. À la période d'après, ça dépend. Demain, le dividende aura peut-être augmenté et vous aurez plus, mais en moyenne, c'est toujours D de T. Donc, qu'est-ce que va être le prix aujourd'hui? Le prix aujourd'hui, il va être D de T sur R, puisque D de T est votre meilleure estimation du dividende jusqu'à la fin des temps aujourd'hui. Donc là, c'est une perpétuité dont la valeur espérée est D de T. Et donc, le prix de l'action est D de T sur R. Alors, vous voyez que dans ces deux cas, on est dans un monde simple, où une des intuitions de Bachelier, qui est un des premiers qui se soit intéressé à ça, qui est un mathématicien, qui a fait sa thèse au début du XXe siècle. Il y avait Henri Poincaré dans son jury de thèse, d'ailleurs. C'est intéressant de voir les commentaires d'Henri Poincaré sur la partie de la thèse consacrée à l'économie, mais c'est un peu un autre sujet. Donc, dans ces modèles 1 et 2, le prix aujourd'hui est le meilleur prédicteur du prix demain. Le prix aujourd'hui, c'est P de T. Dans le premier cas, c'est le prix demain, c'est P. C'est la même chose. Et dans le deuxième cas, le prix aujourd'hui est le meilleur prédicteur du prix demain, parce qu'en moyenne, le prix demain, il sera pas en moyenne, il sera aussi D de T sur R. Il sera le même. Alors, je vais faire un modèle où ces propriétés vont disparaître un petit peu. Ah oui, alors ce cas, c'est pas 2, c'est 3. Il y a une petite erreur de numérotation. Là, je vais supposer... À nouveau, on complexifie pour essayer de comprendre progressivement. Je vais supposer que D de T égale D bar, plus... Alors, donc, en moyenne, il y a des barres, mais quand on va au-dessus de des barres inférieures, il y a une tendance au retour à la moyenne. Ça s'appelle un processus autorégressif. Donc, c'est des barres plus A, D de T moins 1 moins des barres. Par exemple, si D de T moins 1 moins des barres était positif, petit a est compris entre 0 et 1, ça veut dire que vous avez un retour vers la moyenne. Mais malgré tout, ce retour vers la moyenne est contrarié par un bruit aléatoire qui est donné par ceci. Alors, à ce moment-là, la question, c'est que quand vous essayez de voir quelle est la valeur actualisée de l'espérance des dividendes, vous trouvez évidemment des barres sur R, ça c'est un petit peu la force de rappel, mais vous avez quelque chose qui tient compte de ce qui se passe aujourd'hui, des témoins des barres, A des témoins des barres, mais qui tient compte du fait qu'en moyenne, vous vous rapprochez de des barres, mais progressivement. C'est-à-dire, si D de T moins des barres était positif, eh bien, malgré tout, ça va le rester en moyenne pendant un certain nombre de périodes. Et donc, quand vous actualisez ça, ça fait sur 1 plus R moins A, qui traduit cette vitesse alors, évidemment, qui est cette vitesse de retour vers la moyenne. Évidemment, si on retrouve les formules habituelles lorsque le retour vers la moyenne est immédiat, c'est-à-dire... ou quand il est... enfin, vous pourrez méditer sur les deux cas limites. Alors, je vais maintenant encore compliquer un petit peu. La valeur fondamentale illustrée, maintenant, le dividende, je vais en faire quelque chose, je vais être plus savant, je vais être plus savant en mathématiques, je vais introduire des chaînes de Markov. C'est-à-dire que le dividende, il peut prendre deux valeurs, il peut être haut ou bas.
Ça ne fait pas beaucoup de valeur, mais c'est déjà mieux. C'est plus simple que tout à l'heure. Hein. Et quand il est à une valeur, il y a une certaine persistance. Il a une probabilité. Hein. Si par exemple il prend la valeur haute, eh bien, avec une certaine probabilité, il va changer, il va tourner à la valeur basse. Et avec une certaine probabilité, la valeur haute va rester. Hein. Donc il y a une... petit c mesure, quand petit c est faible, ça veut dire que j'ai peu de chances de changer. Hein, et quand petit c est fort, ça veut dire que j'ai beaucoup de chances de changer d'une période à l'autre. Naturellement, en moyenne, hein, dans ce monde-là, le dividende va être moitié du temps haut, moitié du temps bas. Ça s'appelle la probabilité ergodique. Hein. C'est la matrice P qui vérifie P égale à P définit la probabilité ergodique. Elle vous dit qu'en moyenne, on va être dans l'épisode haut et en moyenne, dans la moitié du temps, dans l'épisode bas. Mais on va changer plus ou moins souvent. Mais en moyenne, on va y rester. Alors... Ah oui, j'avais mis B égale 0, ce n'est pas absolument nécessaire. Hein. Donc alors, combien va valoir une action là-dedans? Une action qui est gouvernée par ce processus. C'est assez facile de voir. Hein. Vous voyez bien que si on était sûr qu'elle restait en bas, c'est-à-dire que quand C égale 0, il n'y a aucune probabilité de changer, elle est en bas, eh bien la valeur, ce serait bar sur R. Hein. J'avais mis 0 tout à l'heure, mais puisque on serait exactement dans le cas précédent où le dividende ne change pas, il est constamment égal à sa valeur basse. Si le dividende restait constamment égal à sa valeur haute, ben, ce serait H sur R. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va avoir deux valeurs. Les prix vont osciller entre deux valeurs. Une valeur haute plus petite que H sur R, une valeur basse plus petite que B sur R. Je ne donne pas l'algèbre, ce n'est pas très intéressant. De telle sorte que quand le dividende est haut, le prix est haut. Quand le dividende est bas, le prix est plus bas. Et tout ceci est cohérent avec l'hypothèse d'anticipation rationnelle des dividendes. Alors vous voyez premièrement que ça, à nouveau, on va fluctuer comme les dividendes. Quand ils sont hauts, le prix est haut. Quand ils sont bas, le prix est bas. Mais que la propriété que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que le prix est le meilleur prédicteur du prix d'aujourd'hui et le meilleur prédicteur du prix de demain, n'est pas juste. Parce que le prix de demain, il peut tomber. Quand le prix d'aujourd'hui est haut, donc voilà un modèle où on a un petit peu compliqué les choses. Alors, naturellement, vous allez me dire, je suis resté... Alors, je vais encore reprendre une version de ce modèle pour me rapprocher. Aucune des versions de ce modèle ne me rapproche beaucoup d'effets. Pourquoi? Parce que j'ai dit l'effet, c'est que les prix des dividendes, le prix des actions croît à un certain taux. Les dividendes, le ratio prix sur dividende est à peu près constant, et donc les dividendes croissent à peu près au même taux. On n'a aucun modèle qui dit ça pour l'instant. Alors, malgré tout, je vais faire une petite variation en faisant allusion à un modèle, cette fois, plus ambitieux. Là, on est à un modèle d'équilibre partiel. Il y a, deuxièmement, on voit bien qu'un élément très important qui nous manque, c'est le risque. On n'a pas de risque, ou du moins j'ai dit de façon un petit peu facile que je pourrais prendre l'espérance des dividendes, je pourrais les prendre corrigés du risque, mais je n'ai pas dit comment. Hein. Alors je vais vous donner l'exemple d'un modèle dans la littérature qui est dû à Lucas 1978, dans lequel lui traite de ces problèmes de façon en équilibre général. Alors il suppose qu'on est dans un monde où il y a un agent représentatif. Enfin, un agent représentatif, ça veut dire beaucoup d'agents qui sont identiques et tout petits. Il a une durée de vie infinie. Je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais en tout cas, c'est le cas. Deuxièmement, il a une utilité intertemporelle additive. Il a une utilité de la consommation. Il y a un seul bien. Hein. Et donc, il a une aversion au risque qui est décrite dans son comportement, puisque, étant donné qu'il a une fonction d'utilité qui n'est pas linéaire, ça correspond à une aversion au risque. Et il a un certain taux de préférence pour le présent donné. On est exactement d'ailleurs comme dans le modèle où je vous ai présenté la règle de Taylor. Hein. Sauf que c'est un peu plus compliqué ici. Dans le modèle où il y avait la règle de Taylor, on avait des gens, tous ces agents de durée de vie infinie qui étaient présents et qui échangeaient à chaque période. Alors ils échangeaient rien, ce qui nous rendait la vie assez facile. Là, ils ne vont rien échanger non plus, mais à chaque période, il y a une entreprise ou plusieurs entreprises, enfin dans le modèle de Lucas, il y a plusieurs entreprises, et à chaque période, il tombe du ciel le dividende.
Le dividende qui va être la consommation pour les agents qui possèdent les actions. À chaque période, ça tombe du ciel, mais c'est une variable aléatoire. Donc ce que j'ai introduit ici, c'était que c'était une variable aléatoire. Et la production, elle est exogène. Alors il y a une seule entreprise ou il y a plusieurs entreprises, ça c'est pas beaucoup. Elle est consommée immédiatement, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être investie. Alors qu'est-ce qui se passe Et alors la production, c'est pour ça que je la mets tout de suite ici, elle suit un processus de Markov. Tout à l'heure j'avais un processus de Markov à deux valeurs, là c'est un processus de Markov un peu plus complexe, un peu plus smart. Et donc la question dans ce monde, comment répondre à la question quel est le prix des actions ? Étant donné que, à nouveau, à l'équilibre, le prix sera tel que chacun gardera les actions qu'il a, c'est-à-dire chaque consommateur aura le pourcentage des actions de l'entreprise unique qui correspond à sa taille, c'est-à-dire une très faible proportion. Alors, juste pour dire que je n'ai pas du tout envie de présenter ce modèle en détail. D'abord, il est relativement technique. D'abord, c'est assez joli, là. La résolution est assez jolie, parce qu'il y a une équation fonctionnelle, ce que vous essayez de montrer. Ce modèle est stationnaire. Qu'est-ce qu'il va falloir comprendre ? C'est l'utilité qui dépend du nombre d'actions que vous avez, V de X, et de Y du niveau de production. Cette utilité, en admettant que je la connaisse, eh bien, je pourrais essayer de comprendre l'équilibre. Alors, comment je peux la connaître ? Parce que si j'ai cette fonction, comment je peux la trouver ? Parce que cette V de X et de Y dépend de ce que je peux d'un calcul que je fais, qui tient compte de l'utilité que j'aurai demain, qui dépendra aussi de V de X et de Y. Et ça donne une très jolie équation fonctionnelle qui est un point fixe unique, etc. Donc on arrive à comprendre. Alors il faut bien voir, ceci, ça ressemble au modèle de Markov que j'ai présenté tout à l'heure. Sauf que mon modèle n'a que deux états. En particulier dans le cas où l'utilité est linéaire, c'est comme mon modèle de Markov. Mais en plus, alors comme dans mon modèle de Markov, ça n'a pas la propriété de martingale, c'est-à-dire le prix d'aujourd'hui n'est pas le meilleur estimateur du prix demain. Et à ce moment-là, il y a l'aversion au risque qui joue. C'est-à-dire qu'il y a le prix de l'action dépend du dividende aujourd'hui, comme dans le modèle de Markov, mais il y a une élasticité qui dépend de l'aversion au risque, sur laquelle on peut jouer à partir de l'aversion au risque. Voilà, donc ça, voyez-le comme une parenthèse. Alors oui, ça je vais peut-être... oui, je suis plutôt pas en avance ni en retard, mais enfin, évidemment, on peut, si je veux faire de la théorie un peu plus sophistiquée, je peux compliquer mon monde. Au lieu de prendre des processus de dividendes qui soient autorégressifs d'ordre 1, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une mémoire, je peux les mettre ARMA, je peux compliquer les processus. Les économètres ont plein d'outils dans leur coffre que l'on peut utiliser. Et j'ai évidemment un monde un peu plus compliqué. Et je peux mettre un peu d'informations asymétriques. C'est un article de Campbell et Schiller qui s'appelle Smart and Noisy Traders. Alors ceux qui sont smart et noisy, ils font simplement du bruit. Comme on l'avait vu dans nos modèles de bulles. Je vous avais présenté un modèle dans lequel il y avait des gens dont les interventions étaient purement aléatoires. Donc là, il y aurait aussi ça. Et les dividendes sont la somme d'un brownien et d'un autorégressif d'ordre 1. On trouve des formules de genre. Je ne vais pas les commenter très longtemps. Alors malgré tout, dans toutes ces théories, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Alors, je n'ai pas passé de... J'ai l'impression que j'ai passé une... Alors, dans ces premiers modèles, quels sont les commentaires que je peux faire ? D'abord, commentaires sous la volatilité. Les prix, en général, fluctuent, c'est-à-dire les valeurs fondamentales fluctuent, sauf dans le premier cas où ils étaient toujours constants. En général, ils fluctuent moins ou au plus autant que les dividendes, en un sens un peu imprécis. C'est-à-dire que la variance relative à la moyenne est plus... Par exemple, dans le cas du modèle P de T égale DT sur R, vous voyez qu'il fluctue comme les dividendes. Donc, la volatilité est comparable. Dans le cas chaîne de Markov, il fluctue aussi comme les dividendes. Là, il fluctue moins que les dividendes, en un certain sens. Donc... alors, malgré tout, le point qu'on peut noter, c'est que cette volatilité est associée au fait que petit r soit constant.
c'est-à-dire que le taux auquel je peux emprunter. Naturellement, si on veut rendre le modèle un peu plus réaliste, il faudrait tenir compte du fait que petit r lui-même est une variable et qu'il risque de varier, que je dois prendre en compte ça dans mon calcul. Donc là, les conclusions que j'ai, que en quelque sorte les valeurs fondamentales varient moins ou autant que les dividendes, peut être évidemment renversée si je fais intervenir une incertitude sur le taux d'intérêt, qui est quand même quelque chose de relativement plausible. Donc ça, c'est un premier fait stylisé. Il est vrai que les prix varient plus que les dividendes, ont plus de volatilité que les dividendes, hein, qui peut être expliqué en compliquant un peu le modèle. Alors là, j'avais fait simplement les variations de prix hein, pour chacun des modèles que j'avais fait. Premier modèle, le prix est constant. Hein. Deuxième modèle, ça dépend du dividende. J'avais suivi un petit peu le dividende. Je ne sais plus lequel est le 2. J'avais une bonne raison de penser que ceci était le 2 et que ceci était le 3, mais je ne sais plus exactement pourquoi. Là, c'est le chaîne de Markov. Le prix est comme ça, etc. Malgré tout, dans tous ces modèles, il y a une propriété commune, et qui est ça, je pense, c'est une propriété robuste de la théorie de la valeur fondamentale, qui est que les prix varient moins que la valeur fondamentale reconstituée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les prix, on peut les observer hein, dans ce modèle. Qu'est-ce que c'est que la valeur fondamentale reconstituée? À chaque période, on regarde, une fois que le temps est passé, hein, l'histoire s'est écoulée, hein, à chaque période, on regarde les dividendes qui ont été versés, pas jusqu'à la fin des temps, parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à la fin des temps, mais sur une période très longue. Hein, et avec ces dividendes, on peut reconstituer quelle était la valeur fondamentale, qui était la vraie valeur fondamentale, hein, au sens de cette théorie-là. Alors, avec évidemment des petits bémols, à nouveau, il faut faire des hypothèses sur les taux d'intérêt. On peut prendre les vrais taux d'intérêt. Il y a toujours un petit peu, mais on peut reconstituer quelles sont les vraies valeurs fondamentales d'une action émise en 1920 en regardant les dividendes auxquels elle a donné, en regardant un petit peu éventuellement la valeur terminale de l'entreprise, puisque 1920, il s'est passé du temps, mais ce n'est pas l'infini. Alors, la volatilité de la valeur fondamentale reconstituée doit être plus élevée que celle des prix, si les prix sont déterminés par la théorie de la valeur fondamentale. Ça, c'est une remarque extrêmement générale, hein, qui est vraie dans tous les modèles que j'ai donnés ici, mais qui est vraie de façon beaucoup plus générale. On peut voir un petit peu les limites de cette propriété, mais c'est une propriété très générale. Pourquoi? Alors, premier cas, mon dividende fluctue, mais il a toujours la même moyenne. Si vous regardez maintenant une histoire, ce dividende va fluctuer. Les valeurs, le prix de marché, d'après ma théorie, lui, restait constant, mais la valeur fondamentale reconstituée, elle va varier autour de ce prix constant. Donc c'est complètement évident sur ce cas-là. Alors je vous demande, réfléchissez sur les autres, vous verrez aussi que c'est extrêmement intuitif. Que les valeurs fondamentales reconstituées, en faisant un petit peu des expériences de pensée sur ces dessins, que les valeurs fondamentales reconstituées vont varier plus que les prix tels qu'ils auraient dû. Alors, les prix, si la théorie est vraie, c'est les prix historiques. Donc, on regarde d'un côté les prix historiques, si la théorie est vraie. Alors, on regarde les prix historiques, ils sont ce qu'ils sont. On regarde les valeurs fondamentales reconstituées. Ça, on sait le faire. C'est pas une question. Enfin, ça relève un peu de la théorie, mais c'est pas la reconstitution ne dépend pas de la théorie elle-même. Hein. C'est une reconstitution selon la théorie, bien entendu. Et puis, on regarde est-ce que les prix sont plus volatiles ou moins volatiles que les valeurs fondamentales reconstituées. Ça, c'est facile de voir. Alors je dis que ça devrait être une propriété générale, hein, le fait que la valeur fondamentale reconstituée doit être plus élevée que celle des prix. Pourquoi? J'ai dit l'intuition tout à l'heure. Prenons une trajectoire. Je suis à l'époque T et je prends une trajectoire de dividende. Je lui mets barre dessous pour dire que c'est une trajectoire. J'appelle V de T égale sigma de 1 sur 1 plus R puissance C d puissance C. C'est-à-dire que si cette trajectoire se produit, ce sera la valeur fondamentale reconstituée. Eh bien, je dis que P de T, tel que je le calcule avec la théorie de la valeur fondamentale, ce n'est autre que l'espérance sur l'ensemble des trajectoires reconstituables de V de T. Et donc, que je peux écrire, alors là, il y a une hypothèse quand même de stationnarité du monde. Hein.
Non, pardon. Non, et je peux donc écrire que V de t égale P de t plus E de t, plus un bruit. Il y a toute une série de bruits possibles sur la... P de t, donc c'est l'espérance des valeurs, de toutes les trajectoires de valeurs fondamentales reconstituées possibles. Alors là, il me faut une hypothèse d'ergodicité. Il faut que le monde de demain soit à peu près comme le monde d'hier, ou en tout cas qu'il soit homothétique ou une chose comme ça. Hein. Ça implique que la variance de P, telle que je pourrais la voir cette fois dans le temps, va être inférieure à la variance de V. Donc la volatilité de la valeur fondamentale reconstituée doit être plus élevée que celle des prix. Malheureusement, c'est faux, mais c'est une conclusion robuste de la théorie. Alors, avant de revenir à cette propriété, c'est quelque chose de pas évident. Hein. C'est quelque chose qui requiert une certaine perspicacité, hein, perspicacité qu'a eu Bob Shiller lorsqu'il a écrit l'article dont j'ai parlé tout à l'heure dans les années 80. Alors maintenant, je vais revenir à quelque chose qui va ressembler un peu plus... Je garde les théories de la valeur fondamentale, mais je voudrais essayer de me rapprocher, d'avoir une histoire qui soit plus proche des faits observés. Alors pour ça, je vais dire les dividendes croissent au taux petit g. Toujours petit r est donné. Alors à quoi va être le prix? Alors là, j'ai le prix de l'action à la période D0, hein, ou à la période T, je fais ici. Hein, ça va être égal à... Alors c'est simplement le calcul d'actualisation, simplement au lieu d'avoir dividende à la puissance 1 plus R puissance T quand ils sont constants, vous avez dividende 1 plus G puissance T sur 1 plus R puissance T. Donc tout se passe comme si le taux de croissance, enfin le taux d'actualisation au lieu d'être R était R moins G, hein, c'est ce que dit la formule ici. Donc vous avez D de T sur R moins G, 1 plus G D de T sur R moins G. Donc grosso modo ce qui se passe dans ce monde, c'est que les dividendes croissent au taux petit g, les prix des actions croissent au même taux, et la relation entre le prix des actions, c'est-à-dire le ratio prix-dividende, à peu de choses près, est égal à 1 sur R moins G. Donc elle donne des prédictions relativement faibles. Alors, à nouveau, hein, vous avez une forte prévision, une forte sensibilité aux prévisions et au taux d'intérêt. Si on veut compliquer la théorie, on fait du taux de croissance des dividendes une variable aléatoire. Je suppose que G égale 1 plus G étoile étant la moyenne, multiplié par une variable aléatoire de moyenne 1. Et j'ai la même formule, simplement j'ai G étoile ici, parce que je prends l'espérance des dividendes, naturellement. Donc, alors je veux dire, je suis un peu plus réaliste. Jusqu'à quel point? Les dividendes et les prix des actions croissent en moyenne longue période pour le Standard & Poor's 500 à un taux voisin de 1,3%. C'est-à-dire que les faits sur longue période sont conformes à ma théorie. C'est-à-dire que c'est pas évident, ça ne coule pas de source. Hein, à savoir que les dividendes et les prix des actions croissent au même taux. Au moins, je suis là dans un monde où ceci est vrai. Jusqu'à maintenant, je n'étais pas parvenu. Alors, par contre, là où c'est moins bon, c'est que le ratio prix sur dividende est de l'ordre de 20. Alors, si je mets un taux de croissance de G, par exemple, à peu près 1%, hein, pour avoir quelque chose de l'ordre de 20 ici, il faudrait que je mette R égale 5%. C'est-à-dire que j'ai un taux d'intérêt sans risque de 5%. Donc, soit je fais ça, soit je dis que la valeur, l'équivalent certain des dividendes, comme ils sont risqués, est beaucoup moins fort que leur valeur, que leur espérance. Mais il faut que je divise par 2 ou 3 aussi. Donc, ma théorie marcherait presque bien. Malheureusement, il y a un petit hiatus. Hein. Il faudrait un R de plus de 6%, de 5%. Alors, voilà. Alors, ceci dit, je suis compatible avec le monde précédent. Hein. Dès lors que le prix dividende, le ratio prix-dividende aurait la bonne valeur, je serais compatible avec le monde précédent. C'est-à-dire que les dividendes me donneraient 4-5% du rendement, 5% pour la croissance des prix. J'aurais à peu près un peu plus de 6% pour mon rendement sur les actions. Alors maintenant, je vais regarder l'ensemble des prévisions de la valeur fondamentale et je vais en dire beaucoup de mal, ou je vais dire qu'elles ne marchent pas vraiment. Je ne vais pas conclure pour ça que je connais qu'il faut la jeter absolument par la fenêtre. Hein. Alors je vais regarder d'abord les prédictions robustes, la théorie de la valeur fondamentale, c'est-à-dire qui sont
orthogonale un petit peu à tous les modèles que j'ai présentés. Du moins, c'est l'hypothèse que je ferai. Alors, premièrement, c'est que deux entreprises qui engendrent le même flux de dividendes ont le même prix pour les actions. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Enfin, en tout cas, il y a des contre-exemples historiques. Ils avaient ici deux entreprises théoriquement séparées, mais qui en fait étaient la même entreprise et qui versaient les mêmes dividendes. Et la ratio de leur prix au cours du temps a cette allure-là. Alors, c'est pas des fluctuations absolument. Enfin, on voit assez mal sur le graphique là, en particulier. Moi, je ne vois pas, donc je ne vais pas commenter. C'est pas des fluctuations absolument gigantesques, mais elles n'ont pas le même prix. Alors, pourquoi ? Parce que le prix d'une action aujourd'hui dépend de sa valeur fondamentale, c'est la théorie de la valeur fondamentale, mais il dépend du prix qui est anticipé demain. Ça, c'est l'autre aspect, dont je suis parti d'ailleurs pour expliquer la théorie de la valeur fondamentale. Et donc, il semble bien qu'il y ait une première difficulté ici. La deuxième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de bulle dans ma théorie. Par définition, d'une certaine manière, j'ai exclu les bulles. Je les avais introduites dans la possibilité, quand j'avais regardé la théorie des valeurs fondamentales, j'avais essayé d'indiquer qu'elles pouvaient fonctionner avec des bulles, mais ici, il n'y a pas de bulles. Troisième prédiction robuste, s'il y a un crash, il doit être associé à l'arrivée de beaucoup d'informations, sur le processus de dividende. Ça, c'est faux historiquement, plus ou moins clairement, mais c'est faux historiquement. Je dis c'est faux, je parle sous le contrôle de Patrick Boulton, en particulier pour le crash de 1987, où apparemment il n'y a eu aucune nouvelle qui est arrivée et où il y a eu un crash. Mais c'est vrai pour les autres aussi, donc ça c'est faux. Troisième point, troisième conclusion robuste, les prix varient moins que les valeurs fondamentales reconstituées, c'est faux. Là, vous avez, alors je vais le reprendre d'ailleurs sur le graphique suivant, là vous avez une reconstitution, donc vous voyez la ligne chahutée, c'est les variations de prix pour le SP500 ou pour un indice américain depuis, j'arrive pas à bien voir, mais enfin c'est depuis 1850, quelque chose comme ça, jusque... et donc vous voyez, ça c'est la variation des prix des actions, c'est assez chahuté. Les valeurs fondamentales reconstituées à partir des dividendes effectivement versés, c'est beaucoup plus lisse. C'est la ligne dont j'ai dit qu'elle devrait être plus chahutée, contrairement à ce que prévoit ma théorie. Alors évidemment, cette ligne n'est pas tout à fait claire parce qu'il y a comment construire les... valeurs fondamentales reconstituées, il y a des problèmes des taux d'intérêt, il y a des choses comme ça, donc on peut le faire de différentes façons, mais on n'arrive pas à le faire d'une façon qui le rend plus chahuté que ce qui se passe sur les dividendes. Alors c'est un petit peu... Alors maintenant je vais regarder les prédictions moins robustes. Donc je prends des prédictions assez robustes. La prédictabilité des cours est faible. Dans tous les modèles que j'ai dit, elle n'était pas nulle pour le chêne de Markov, mais elle est relativement faible au sens où on n'a pas d'informations en particulier dans ces modèles pour battre le marché. Dans le processus de Markov, s'il y avait le prix aujourd'hui, vous devez acheter à ce prix, vous n'avez pas à faire d'hypothèse sur ce que vous pourriez faire si c'est le prix, il n'y a rien à dire. Alors ça, c'est un exemple célèbre aussi, alors sur l'interprétation duquel je ne m'étendrai pas, mais c'est grosso modo, on prend sur une certaine période, je ne vais pas m'étendre dessus, mais grosso modo, on a pris sur une certaine période des actions qui avaient monté, qui avaient eu qui avaient évolué de façon favorable. Et dans notre paquet, on met les actions qui avaient baissé sur la même période. Alors, je ne me rappelle plus de la longueur de la période, mais je crois que c'est sur plusieurs années. Et puis ensuite, on regarde l'évolution des cours des actions de chacun des paquets. Et on voit que celles qui avaient monté se mettent plutôt à baisser. Les portefeuilles gagnants deviennent perdants. Et celles qui avaient plutôt monté se mettent plutôt... Celles qui avaient plutôt baissé se mettent plutôt à monter. C'est un fait intéressant qui devrait permettre de gagner de l'argent, ceux qui travaillent en bourse, mais je n'ai jamais essayé de gagner d'argent et donc je n'en ai jamais gagné. Alors, les prix sont plutôt moins volatiles que les dividendes. Alors, ça, c'est ce que suggère la théorie, mais avec quand même pas mal de bémols. Non, la volatilité des rendements est supérieure à la volatilité du taux de croissance du dividende.
Alors, je n'ai... alors, pardon, cette flèche n'est pas bonne. Hein. Et le ratio prix sur dividende est plutôt stable. C'est ce que disait ma meilleure théorie, celle qui faisait croître le prix, comme les, etc. Alors ça, c'est tout à fait faux. Ça, c'est le ratio, c'est le dit ratio prix sur dividende. Donc les prix ici sur... Alors, ce n'est pas pour le Standard & Poor's, hein, c'est pour l'indice Dow Jones, qui est différent du Standard & Poor's. Il y a beaucoup moins d'entreprises, c'est aussi un indice américain. Je ne suis pas un grand spécialiste de la construction de ces indices, mais en tout cas, lui, vous voyez que pendant longtemps, là, on est au-dessus de 20-25. C'est des retours de 4% de versement des dividendes par an. Et il y a un pic par ici, qui correspond à une baisse du versement des dividendes, etc. En fait, le ratio prix sur dividende est très volatile et il a des fluctuations persistantes. Donc ça, c'est un fait que la théorie que je vous ai proposée ne s'est pas expliquée. Alors, je vais maintenant revenir sur la prime de risque. Donc, on a essayé d'analyser ce phénomène. Je vais essayer de vous dire ce qu'il faudrait faire pour mieux comprendre à la fin, mais on a essayé d'analyser ce phénomène. On a trouvé malgré tout une histoire qui n'est pas complètement absurde, qui tient relativement debout, mais qui est très loin de nous rendre compte des faits qu'on observe. Et alors, il y a une autre chose qui s'appelle l'énigme du rendement, à laquelle j'ai fait illusion, hein, que d'ailleurs j'ai trouvé sous deux façons tout à l'heure, lorsque je vous ai donné les rendements moyens des actions et lorsque je vous ai expliqué que dans ma formule, que dans mon modèle préféré, il y avait un gros gap sur le taux sans risque qui aurait expliqué le ratio prix sur dividende. Hein. Alors, la constatation, c'est les États-Unis, 1889-1978. Le rendement réel des actions, lui, alors sur le Standard & Poor's 500, c'est 7%. Hein. À nouveau, ça fluctue selon la période que l'on prend, selon le fait qu'on prend des valeurs moyennes ou la moyenne des rendements ou le rendement moyen. Donc, le rendement réel des obligations sans risque, par contre, alors là, si on prend les obligations sans risque, hein, aux États-Unis, c'est 1%. Et la croissance de la consommation par tête, eh bien, c'est 1,8% par an à cette époque. Alors, ce qu'on essaie de faire, alors tout ça, ça fait donc, si je prends ces chiffres, ça prend une prime de risque de 6%. C'est-à-dire pour détenir une action plutôt qu'un actif sans risque, il faut vous donner 6% de plus de rendement. Ça paraît absolument considérable. En particulier, c'est inconsidérable en regard de la théorie standard de la valorisation des produits financiers, hein, le CAPM, Capital Asset Pricing Model. Et pourquoi c'est sans commune mesure? Parce que si vous regardez, grosso modo, la consommation, hein, vous dites la consommation, vous oubliez tous les agents dans l'économie, vous mettez un agent représentatif, vous regardez sa consommation. La consommation, c'est quelque chose, c'est un petit peu l'actif sans risque du modèle CAPM. Pour ceux qui étaient là quand j'avais expliqué ces histoires, c'est un petit peu l'actif sans risque. Pardon, c'est un petit peu, pas l'actif sans risque, je suis désolé. La consommation, c'est plutôt le portefeuille de marché. C'est le portefeuille de marché dans cette économie à la période que vous avez ici. Donc elle est soumise à certains risques. Hein. Maintenant, si vous voulez valoriser la détention d'actions, vous devez considérer comment le risque associé à la détention d'actions est associé au risque du portefeuille de marché. C'est ce que dit la théorie du CAPM, théorie du modèle d'évaluation des actifs financiers. Or, quand vous regardez ça, ce que vous voyez, c'est qu'il y a très peu de corrélation entre la croissance de la consommation et le rendement sur le marché des actions. C'est-à-dire que la covariance entre le rendement sur le marché des actions, en prenant un langage plus précis et plus savant, et la croissance de la consommation est très faible. Alors ça, dans nos modèles standards, hein, où, à nouveau, je mets au niveau agrégé, il y a il y a des consommateurs identiques. Le portefeuille de marché, c'est la détention. Ils consomment à chaque période, c'est ça qui revient, qui donne leur risque de marché. Hein. Et puis je calcule
combien devrait être, quel est le taux d'intérêt qu'il devrait y avoir sur l'actif risqué qui vient s'ajouter au portefeuille de marché, compte tenu de ces corrélations. Et je devrais trouver, alors je vais pas oui, ça c'est les faits, je vais peut-être dire ce que je devrais trouver. Oui, alors ça, c'est les équations. Hein. Je ne vais peut-être pas chier assez en arrière, mais enfin, grosso modo, ça, c'est l'utilité de l'agent représentatif. Hein. Ça, c'est l'équation qui me dit que alors, l'utilité de l'agent représentatif, vous voyez, c'est une fonction isoélastique. Hein. C'est-à-dire que le rapport entre l'utilité marginale de la période t plus 1 et l'utilité marginale de la période t, c'est ct plus 1 sur ct, la puissance moins alpha. Je dis ça pour ceux qui connaissent bien ces affaires. Hein. Et cette équation-là nous dit simplement que le taux d'intérêt sans risque est égal à 1 sur bêta, où bêta est le taux de préférence pour le présent, ou quelque chose de ce genre. Hein. Et cette équation-là nous dit que correspond à ce que je disais tout à l'heure. Hein, elle dit que l'espérance... c'est une équation de non-arbitrage qui vous dit qu'à la marge, vous êtes indifférent, hein, compte tenu de l'unité marginale de votre consommation, de détenir une unité d'actif sans risque ou de détenir une unité d'actif avec risque. Et compte tenu de ça, si vous êtes savant, vous trouvez que, grosso modo, sous des hypothèses vraisemblables, que la prime de risque devrait être inférieure nettement à 1%, je dirais même à 0,35%. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous allez me dire, s'il y a quelque chose qui ne va pas, la première chose, c'est sans doute avec la théorie. Je suis désolé. Donc, je voulais vous montrer, il y avait quelques graphiques qui illustraient un petit peu les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Je ne peux pas vous les montrer ni vous les commenter. Le dernier transparent était lié était à dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait compte tenu des difficultés auxquelles on est. Et ces difficultés, c'est pas... Je dirais c'est un petit peu les difficultés de la théorie économique d'aujourd'hui pour comprendre ce problème. Alors, dans les directions que je demande d'exploiter, il y en a un certain nombre qui ont déjà été exploitées, qui ont été envisagées. Mais mon dernier transparent était donc sur les directions envisagées. Alors, c'est peut-être très bien parce que je crois que j'avais apporté... Et non. Donc, oui, j'ai trouvé ce qui devrait apparaître sous vos yeux, mais que je ne ferai pas faire. Hein. Donc, j'ai dit, on a d'une part des faits stylisés, on a fait une théorie qui avait l'air de tenir la route, mais on a une difficulté assez considérable, en particulier avec la prime de risque. Alors, comment essayer d'introduire, comment aller vers une théorie plus satisfaisante? Alors, je disais, il faut d'abord incorporer des éléments de la théorie des bulles que j'ai exposées dans les 3 premières séances. Dans les théories des bulles que je vous ai présentées, il y a toute une série de sophistications ou de considérations qui permettent de comprendre la volatilité supérieure à celle prévue par la théorie de la valeur fondamentale, par la théorie de référence. Et dans la théorie des bulles que je vous avais présentée, j'avais présenté en plusieurs directions. L'une, c'était liée à l'irrationalité des agents, l'autre, c'était lié à ce que je dirais l'absence de connaissances communes à un certain point et dans plusieurs directions. Deuxièmement, il faut avoir une meilleure analyse de la nature du risque. Et pour ça, il y a des réflexions dans plusieurs directions. La première, c'est qu'il était très à la mode ces dernières années de parler du risque de queue, ou des queues épaisses. Les queues épaisses ont été inventées par Mandelbrot, qui nous a quittés il y a peu de temps, il y a 2-3 ans, je crois. Et les queues épaisses, c'est simplement, vous avez des distributions de probabilité. Quand vous prenez une distribution normale, elle tend vers 0 assez rapidement. Quand vous éloignez de la moyenne, quand vous allez vers plus l'infini, vous avez toujours une probabilité qu'il se passe quelque chose assez loin, mais la probabilité décroît très vite. Par contre, il y a d'autres distributions, par exemple la distribution de Pareto, ceux qui ont suivi mon cours reconnaîtront aussi, mais dans lesquelles vous avez des queues épaisses, c'est-à-dire que la probabilité qu'il se passe des choses qui sont très, très éloignées décline vraiment très lentement. Alors, une des hypothèses faites pour expliquer la prime de risque serait que si on modélise bien le phénomène, alors il faut le faire autrement de ce que j'ai fait, on aurait des queues épaisses, c'est-à-dire qu'il y aurait les événements catastrophiques, entre guillemets, la probabilité des événements catastrophiques serait beaucoup plus faible que celle
que nos modèles tentent à donner tels que je les ai présentés ici. Alors, cette hypothèse de queue épaisse est aussi utilisée en matière climatique. Où on dit que, étant donné nos connaissances sur le climat, la distribution de probabilité des dommages a une queue épaisse. Et ça, c'est assez plausible. Et puis, il faudrait introduire la dimension d'asymétrie d'information qui est complètement absente dans mon modèle. Et c'est ce que je ferai la prochaine, où je vous parlerai d'un débat, probablement le débat le plus important sur les marchés financiers, qui est celui de l'efficacité informationnelle des marchés. Est-ce que les marchés fonctionnent bien au sens où ils transmettent la bonne information à l'ensemble des acteurs? Et je vous montrerai j'essaierai de vous convaincre que contrairement à la conventional wisdom, à la sagesse dominante, il n'y a pas beaucoup de raisons. Il y a des raisons pour que ce ne soit pas le cas dans beaucoup de circonstances. Donc, je vous prie de m'excuser pour ce petit incident. On va s'arrêter là et Patrick va reprendre dans 5 minutes. Merci.